bienvenue à tous et merci beaucoup de participer à ce 4e White Talks. Comme vous le savez, on a lancé une série de conférences cette année dont l'objectif est de vous donner des éclairages sur des secteurs, sur des métiers. Et nous avons la chance pour cette 4e conférence, donc ce 4e White Talk, d'accueillir Madame Sandrine Andro. Donc, Sandrine Andro a travaillé pendant de nombreuses années dans la communication média, dans la promotion de vente, le marketing relationnel et digital, et elle a mis en place le planning stratégique et le département des réseaux sociaux de la société qui s'appelle Makeya. Makeya est un groupe de communication dédié à la stratégie de marque, au contenu de marque, et Madame Sandrine Andro est donc responsable à la fois du planning stratégique de cette entreprise. Aujourd'hui, Madame Andro nous rejoint pour nous parler de la manière dont le numérique et les réseaux sociaux ont placé l'entreprise au cœur d'un nouvel écosystème. Et donc, je vais laisser la parole à Madame Andro pour nous faire part de son expérience et de sa perception de l'évolution et de l'impact du numérique et des réseaux sociaux de manière générale par rapport à l'image et à la perception que peuvent avoir les utilisateurs de l'entreprise. Sandrine, ai-je été suffisamment claire? C'est parfait, merci beaucoup Laure. Merci Sandrine. Je vais juste me permettre de dire effectivement, j'ai créé le département social média de Makeya, ce qui signifie globalement, pour rebondir sur mon expertise, c'est que j'ai été en France, dans tous les cas, relativement early adopter, dans tous les cas parmi les premières personnes à utiliser d'un point de vue professionnel les réseaux sociaux. Et donc c'est cette expérience que je voulais partager avec vous parce que véritablement, on va le constater tout au fil de l'eau de ces échanges et de cette conférence, ça a quelque part largement révolutionné la façon dont l'entreprise, dont les collaborateurs d'une entreprise et bien évidemment la façon dont les clients et les consommateurs sont approchés par les marques et par ces dernières. Globalement, mon activité chez Makeya se résume à 3 piliers majeurs. D'un côté, la marque, donc l'étude des marques. De l'autre côté, les contenus, puisque, et ça va corroborer au sujet qu'on va évoquer juste après, les contenus sont évidemment quelque part le carburant de toute cette dynamique numérique, de toute cette dynamique des réseaux sociaux. Puis, un autre 3e pilier fondateur pour moi, dans tous les cas très important, ce sont les publics, c'est-à-dire tout ce qui va corroborer à l'étude des comportements, à l'analyse et à l'écoute de ces différents publics qui vont nous permettre d'éclairer justement ces nouveaux écosystèmes dans lesquels aujourd'hui les entreprises évoluent. Alors, pour commencer, le débat, ça va être plutôt sous la forme d'une question parce que ce que l'on apprend en termes de communication et surtout en termes de numérique, c'est que c'est compliqué d'avoir une réponse première et surtout d'avoir une vérité première. Donc, c'est souvent par l'échange, par le partage d'expériences que l'on va réussir à éclairer certains points. La question qu'on voulait développer cet après-midi ensemble, c'est comment effectivement ce numérique et surtout ces réseaux sociaux ont replacé l'entreprise dans un contexte que parfois certaines d'entre elles ont encore du mal à approcher avec les bons codes et comment par l'éclairage des plus avancés en la matière, on peut arriver à être efficient et à se situer dans cet écosystème de façon à la fois efficace et surtout en étant à l'aise avec ces écosystèmes parce que c'est une vraie révolution culturelle qu'ils ont engendrée aussi bien dans la dynamique numérique et Internet que dans la dynamique partage, conversation que représentent les réseaux sociaux. Alors, je me suis permis de mettre ici 5 points qui me semblent majeurs à aborder. La première va nous permettre tous ensemble de faire un petit retour en arrière, parce que c'est vrai que beaucoup d'entre vous doivent être digital natifs, beaucoup d'entre vous, quelque part, sont nés avec le numérique, sont nés avec les réseaux sociaux, et vous en avez à la fois l'usage, l'habitude, et ils s'inscrivent dans votre paysage quotidien. Pour autant, c'est toujours intéressant de revenir un tout petit peu en arrière pour comprendre, notamment ici, ce qui nous intéresse, leur évolution dans leur culture et dans leur appréhension et de ce que les publics, globalement, en ont compris.
Donc ça, c'est un petit point voilà, sur lequel on va venir rapidement. Ensuite, on abordera très vite la façon dont justement ces réseaux sociaux ont évolué, ce que j'ai intitulé du communautaire au publicitaire, comment, in fine, passant d'une relation human to human, elles sont arrivées à devenir de véritables outils de communication et d'espace d'échange pour les marques et pour les entreprises. En troisième point, on regardera comment, justement, toutes ces plateformes, social médias, mais aussi globalement ces plateformes numériques, ont-elles révolutionné et ont-elles apporté, et c'est une source, véritablement une belle proposition de valeur, dans tous les cas, comment ont-elles apporté une nouvelle réflexion sur la façon d'envisager un business model. En quoi, ça sera notre quatrième point, il s'agit d'une invitation quelque part à la transformation. Évidemment, on a tous beaucoup entendu parler de transformation numérique. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie réellement? Comment on peut céder des modèles qui ont été précurseurs en la matière pour essayer justement d'accéder à cette transformation numérique. Et puis, en dernier point, je finirai par une interrogation, c'est plutôt un sujet qui me tient à cœur, c'est comment effectivement ces entreprises qui peuvent déjà passer par le cap de la plateforme peuvent demain peut-être prétendre à devenir des entreprises mission. Voilà pour les 5 points majeurs. Je crois qu'on aura un échange, je l'espère, dans tous les cas à la fin de cette intervention. N'hésitez pas surtout effectivement à me poser toutes vos questions. Alors, je le disais, le premier point, il s'agit de revenir un petit peu en arrière et d'essayer de regarder comment les réseaux sociaux, comment le numérique, mais surtout, évidemment, ces plateformes sociales, se sont inscrits dans notre paysage économique et dans notre paysage même privé, en tant qu'individu. Alors, dans un premier temps, je pense qu'on a tous eu conscience, à un moment donné, que ces plateformes sociales revendiquaient une logique de bien commun. Elles étaient vraiment inscrites au tout début, dans tous les cas, et c'était leur raison originelle. Leur raison originelle était de mettre en relation. Je ne reprendrai pas l'histoire de Facebook, on la connaît tous, on l'a tous regardé, lu ou apprécié d'un point de vue cinématographique, mais c'est vrai que l'histoire de Facebook est une histoire de mise en relation d'individus, et globalement, tous les réseaux sociaux ont conservé dans leur ADN et dans leur objectif cette dynamique de mise en relation. La proposition de valeur qui était la leur et qui est toujours la leur reste effectivement celle de créer justement des liens entre des individus au travers de centres d'intérêt, au travers de dynamiques plus ou moins communautaires, plus ou moins sociodémographiques, plus ou moins culturelles. Bref, l'idée, c'est pour eux de véritablement partager un centre d'intérêt ou des centres d'intérêt, c'est-à-dire mettre en relation des individus à partir d'un point commun qu'ils partagent et sur lequel, surtout, ils ont envie d'échanger et de partager. Donc, tout ça, globalement, s'inscrit véritablement, effectivement, dans cette dynamique de bien commun où on se dit, c'est parfait, ces espaces vont nous proposer de la valeur en nous mettant en relation, en étant même aujourd'hui de véritables canaux d'accès à la connaissance, à la culture et à l'information. Même si on le constate tous les jours, cette information n'est pas toujours inscrite sous l'authenticité, sous la confiance. Globalement, quand même, on peut constater que ces réseaux sociaux ont évolué vers cet accès à cette connaissance et à cette culture. Donc très vite, globalement, les publics ont eu un intérêt majeur à rejoindre les réseaux sociaux et se sont dit, évidemment, ça fait quelque part de notre monde une toute petite planète où 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on peut tout un chacun rentrer en contact avec des individus qui partagent les mêmes centres d'intérêt, qui partagent les mêmes envies de communiquer et d'échanger au travers de ces centres d'intérêt. Donc les publics sont assez vite arrivés sur les réseaux sociaux avec plus ou moins de facilité. En France, éclairée largement par Facebook, puisque cette mise en relation amicale, familiale, a tout de suite été empreinte de fonctionnalités très simples sur lesquelles les publics se sont vite retrouvés. Fort de tout ça, bien entendu, en parallèle, les marques qui n'ont pas et qui n'étaient pas pour, dans tous les cas, des réseaux sociaux comme Twitter, forcément présentes au tout début, se sont intéressées évidemment à ces réseaux sociaux. Ils se sont intéressés globalement pour 3 points majeurs. Le premier, c'est que évidemment, c'était une source de rencontre avec leur audience, avec leur public, puisque, comme je le disais, les publics ont manifesté un intérêt, ils sont venus sur ces plateformes et inévitablement, les marques, les entreprises se sont dit « Ah, ce sont des espaces où il est intéressant de venir rencontrer nos publics ». Et puis, en termes d'image, entendu qu'un certain nombre d'entre elles
se disaient pouvoir consolider une image. Alors, je ne vais pas parler de modernité parce que c'est un mot que parfois les entreprises ou les marques utilisent, mais tout est relatif dans cette modernité. Mais dans tous les cas, ça leur a permis à un instant T de s'inscrire dans un contexte d'actualité. On le voit bien, les réseaux sociaux, quand ils sont nés d'abord sur le numérique, puis ensuite ont embrassé une part de voix importante, y compris au niveau des médias classiques. Ils font toujours aujourd'hui l'objet d'actualité en radio, en télé. Donc, quelque part, l'idée pour les marques d'y être à ce moment-là, c'était aussi s'inscrire dans un paysage d'actualité et donc dans un paysage de contemporanéité. Excusez-moi. Et puis, un point aussi important, puisque si les motivations de l'arrivée de ces marques sur les réseaux sociaux n'étaient pas forcément toujours claires, et à l'époque, hein, sous le prisme de mon expertise, je peux vraiment vous dire que beaucoup de marques nous faisaient des briefs en nous disant tout simplement qu'elles souhaitaient être présentes sur les réseaux sociaux, mais que leur objectif n'était pas vraiment clair. En fait, quand on leur demandait leur motivation et leur mobilisation à s'y rendre, souvent elles nous disaient, mais en fait, faut que j'y sois. Faut que j'y sois parce que mes concurrents y sont. Faut que j'y sois parce que mon conseil d'administration me demande d'y être ou parce que les membres de ma gouvernance me demandent d'y être. Et donc, j'ai cette un peu obligation sans véritablement objectif marketing ou objectif com. Donc ça, c'était quelque chose d'assez interpellant parce qu'effectivement, les marques s'y rendaient sans forcément y assigner d'objectifs majeurs. Un phénomène qui venait tout de suite assez vite après le fait de devoir y être, c'était aussi bien évidemment l'argument de cette perception de gratuité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les marques se disaient, ce sont des espaces où je vais rencontrer mes publics, où je vais consolider une image quelque part inscrite dans l'actualité, et en plus, ces espaces de communication me sont quelque part offerts. Dans tous les cas, globalement, à date, je ne vois pas de budget, si ce n'est le temps à y passer, à y allouer. Et ça, c'était quelque chose de véritablement très fort comme argument pour les marques, dans tous les cas, à venir rejoindre ces espaces sociaux. Alors bien évidemment, cette gratuité, elle a interrogé, hein, et si encore une fois, on capitalise sur les années antérieures, on se rend compte que pendant très longtemps, Facebook est né en 2004 jusqu'en 2009, très peu d'individus avaient cette capacité de dire quel était le business model de Facebook. On s'interrogeait beaucoup, on se demandait, était-il un business model purement publicitaire, un business model de vente, de produits. Bref, le business model n'était pas très clair. Et puis, justement, 2009, année importante pour un réseau social qui reste quand même le premier réseau social aujourd'hui au monde, Facebook devient rentable. Et là, l'annonce de cette rentabilité surprend parce que, bien évidemment, on se dit « Ah, il n'y a pas que, évidemment, de la générosité ou de l'altruisme dans cette démarche de création de plateforme. Il y a aussi une dimension, et bien évidemment, aujourd'hui, ça nous paraît évident, il y a une dimension de rentabilité, de profitabilité et donc d'entreprise en tant que telle. » Et c'est à ce moment-là que véritablement, cette perception de gratuité commence à s'effondrer parce que très vite, un an après la première année de rentabilité de Facebook, on voit les chiffres s'aligner et la rentabilité être puissamment exprimée par ce réseau social. En 2010, Facebook annonce un bénéfice net de pratiquement plus de 29 milliards de dollars en moins d'un an. Donc, ils passent d'une année où ils sont rentables à une année où ils font 29 milliards de résultats nets. Là, on comprend bien qu'il y a une puissance commerciale et que personne n'a perçue parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, elle était bercée de gratuité, elle était bercée de notions de bien commun et surtout, elle était bercée de ces socionautes qui venaient rejoindre ces espaces et qui les animaient et qui créaient de la valeur ajoutée sur ces plateformes. Donc là, on comprend bien que cette notion de gratuité va vite être bousculée. On comprend bien aussi qu'il va y avoir des règles de mise en place et bien évidemment, les marques s'y investissent fortement et au démarrage, elles s'investissent avant tout pour essayer de capter l'attention des publics. Et elles se disent, bon, parallèlement à cette notion de rentabilité, il me reste encore quelque chose d'important à faire, c'est de pouvoir capter mes publics au travers de l'engagement. Parce que l'engagement est quelque chose de majeur, parce que l'engagement aussi, et on le verra plus tard, berce la fonctionnalité des algorithmes et donc vous permet de vous rendre visible. Et là, elles se disent, je vais créer du contenu,
je vais créer de la valeur ajoutée, je vais faire des recherches de format pour être le plus pertinent possible. C'est toute l'arrivée des vidéos qu'on a vues ces dernières années, parce que l'on sait que ce format est effectivement un format efficace sur les réseaux sociaux. Et donc, elles investissent des social media managers, elles investissent du temps, elles investissent de la créativité pour venir produire des contenus et essayer évidemment de répondre à cette dynamique d'algorithme en favorisant l'interaction. Donc, l'engagement à ce moment-là devient une espèce de Graal où on cherche à tout prix à être liké, à être partagé et encore mieux à être commenté sur les réseaux sociaux. Donc, c'est véritablement une course et bien évidemment, vous le comprenez derrière ces propos, ça signifie quoi? Ça signifie que je suis passée d'un modèle où en tant que marque, j'arrivais sur une plateforme où assez facilement, j'étais en contact avec mes publics parce qu'ils étaient présents, à déjà une étape supérieure, celle d'investir des gens derrière de la production de contenu et derrière une espèce de guerre de l'attention où je vais devoir me batailler avec mes concurrents pour essayer de capter l'attention de mes publics par l'efficacité de mes contenus et où je vais aller rechercher donc cet engagement. 2020, résultat d'une enquête, d'une étude qu'Harris Interactive a conduit sur plus de 35 industries au travers de plus de 22 millions de posts. Vous les voyez s'afficher ici. Les engagements, que ce soit sur Facebook, 0,26% d'engagement en moyenne sur les posts Facebook, Instagram 1,16%, et c'est le réseau social majeur qui engage le plus, et un Twitter qui plafonne à 0,06%, on se rend bien compte que cette part de voix, qui était quelque part, qui semblait acquise en totale gratuité ou qui semblait acquise grâce au contenu produit, n'est pas aussi évident que ça. Et que cette part de voix, donc cette visibilité que les marques doivent orchestrer sur les réseaux sociaux, elle ne va malheureusement pas être acquise par du simple organique, donc par de la simple production de contenu, mais elle va devoir répondre à une alchimie bien plus particulière et à une dynamique bien plus spécifique, qui est la dynamique des algorithmes. Et là-dessus, on voit arriver sur l'ensemble des réseaux sociaux, Facebook en tête, mais Twitter de la même façon, Snapchat de tout aussi bien, ou Pinterest, on voit arriver la loi des algorithmes, loi sur laquelle toutes les marques aujourd'hui et toutes les entreprises sont encore soumises. Cette loi qui est une véritable alchimie dont personne ne connaît véritablement l'équation puisqu'elle est bien gardée secrète, nous laisse à penser évidemment que l'interaction est majeure, nous laisse aussi à penser qu'une partie des algorithmes aujourd'hui n'est même plus la maîtrise de l'humain, puisqu'une partie d'entre elles est basée sur l'intelligence artificielle, et que tout ça orchestre véritablement le royaume des réseaux sociaux. Et souvent, on dit, c'est un adage sur les réseaux sociaux et globalement sur le numérique, le contenu est roi. C'est vrai que le contenu reste encore roi, parce que si on ne produit pas de contenu, inévitablement, on n'animera pas les communautés. Mais aujourd'hui, ces règles, les règles du royaume du contenu, c'est véritablement les algorithmes qui les fixent. Et donc, bien évidemment, face à ça, les marques ont dû revisiter la façon dont elles approchaient les réseaux sociaux et elles ont dû investir dans le paid, c'est-à-dire véritablement dans une dimension d'achat d'espace pour être visible. Puisqu'aujourd'hui, même à partir d'une base de fans, même à partir de gens investis avec vous, force est de constater que vous n'êtes plus visible si vous n'achetez pas d'espace. Alors, c'est très interrogeant, ces mécaniques. Pourquoi? Parce qu'on peut se dire quelque part, encore une fois, en prenant un peu de recul, qu'in fine, sur ces plateformes, la création de valeur, elle est faite par les utilisateurs. Tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux sont des points de force qui sont créés par les membres, par les gens. Quand vous êtes sur Facebook, Facebook n'est qu'une coquille vide, n'est qu'une fonctionnalité d'algorithme, une fonctionnalité de partage, de like et effectivement une belle plateforme technologique. Mais si personne n'était présent sur Facebook, d'abord les marques ne viendraient pas parce qu'elles n'auraient pas de public, et puis surtout, il n'y aurait absolument aucune proposition de valeur, puisque toute la proposition de valeur passe par les utilisateurs. Donc ça, c'est déjà un point qui peut nous interroger parce que, on l'a dit, on le répète souvent, évidemment, il eût fallu comprendre qu'en tant que socionaute, on n'était pas un client des plateformes. Alors, si on n'était pas un client, ça signifiait quoi? Ça signifiait qu'on était un produit. Et un produit, on va comprendre sous quel prisme on évolue. On évolue sur le fait de créer de la valeur pour la plateforme, en créant ses contenus, en créant ses conversations. Et puis, un produit, parce que bien évidemment, tout ce qu'on va
indiqué sur ces plateformes, tout ce qu'on va partager sera remonté dans ces algorithmes, sera quelque part, je vais dire un mot un peu dur, mais digéré par ces plateformes elles-mêmes pour créer cette dynamique de data, cette dynamique d'information qui va être la véritable, in fine, richesse de ces plateformes. C'est-à-dire tout ce qu'elle peut mieux connaître de vous, mieux connaître des publics, pour encore une fois mieux les vendre, in fine, aux annonceurs. Alors, très peu de marques ont eu des réactions. Aujourd'hui, tout le monde, à peu près, toutes les entreprises sont conscientes de ces écosystèmes qui fonctionnent effectivement avec ces algorithmes, de ces données qui sont bercées par l'usage que l'on fait chacun, chaque jour, sur ces espaces sociaux. On est tous conscients de ça, mais très peu de marques ont été fortement réactives et se sont dit, in fine, moi j'ai des publics, in fine, je crée du contenu, in fine, c'est moi qui produis de la valeur. Pourquoi irais-je les partager sur des espaces tiers? Pourquoi irais-je sur un Facebook ou sur un Twitter pour partager cette création de valeur? Je connais au moins une marque qui l'a fait, et peut-être que vous aurez d'autres cas, d'autres exemples à nous citer, mais dans tous les cas, celle-ci pour moi est référente, et ça a eu lieu en avril 2019. C'est Lush, que vous connaissez peut-être, hein, c'est un fabricant et distributeur donc de produits cosmétiques et notamment de savon, très connu justement sur les réseaux sociaux pour être relativement engagé dans la RSE, et puis surtout parce que Lush est très présent sur Instagram, parce que ses savons sont de très belles couleurs et font de très beaux posts Instagram. Et Lush UK, en avril 2019, pour la première fois dans l'histoire des réseaux sociaux, décrète arrêter toute production de contenu et donc toute valeur ajoutée au service de l'organique pour ces plateformes. Alors là, c'est quelque part une espèce de choc pour les gens des réseaux sociaux, et d'ailleurs tous les socionautes, les influenceurs et même les très jeunes générations, hein, pour avoir étudié ce cas plusieurs fois avec des étudiants, tout le monde s'interroge et se dit mais comment est-ce possible alors que Lush a 1 million en gros de followers, toutes plateformes confondues, ils vont arrêter de produire du contenu. En fait, derrière cette réaction, je pense que ce que signifiait en fait Lush, c'est qu'ils avaient la capacité suffisante, et c'est le pari dans tous les cas qu'ils souhaitaient relever, d'aller investir de la conversation, d'aller investir de la relation, du lien avec leur communauté sur un espace qui est leur espace propriétaire, à savoir leur site. Et c'est ce qu'ils ont invité en fait les communautés à faire, tout en étant bien conscientes que l'idée n'était pas de se dire je vais faire en sorte que les gens ne soient plus présents sur les réseaux sociaux, absolument pas. Ils peuvent me parler sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, le hashtag bien connu Lush Community est là pour ça. S'ils le font, alors parce que je les écoute, je les observe et je les entends, je serai en capacité de leur répondre sur ces mêmes espaces, donc d'interagir avec eux sur ces espaces sociaux. Mais pour autant, s'ils ont envie de découvrir mon contenu, ma valeur ajoutée et ma posture d'entreprise, alors je les invite à venir chez moi, en l'occurrence sur mon site. Alors, c'était en avril 2019. À ce moment-là, certains ont même cru et pensé qu'il s'agissait d'une pure opération marketing et que derrière, on allait avoir une révélation qui allait nous dire que pas du tout, Lush UK était toujours présent. Et d'ailleurs, Lush US, au même moment, hein, le 15 avril, Lush UK décrète le fait d'abandonner les réseaux sociaux en organique. À ce même moment, les États-Unis prennent la parole. Lush US explique qu'eux restent, et font d'ailleurs plus une campagne autour de ce sujet en disant que les Américains pouvaient compter sur la présence de la marque sur les réseaux sociaux. Un an après, on fait le constat. Et qu'est-ce que Lush UK nous dit? Lush UK nous dit qu'ils n'ont pas moins engagé, et je vous rappelle les chiffres du slide d'avant, hein, qui sont très faibles. Ils n'ont peu ou prou pas moins engagé sur chacune des plateformes qu'ils ne le faisaient au préalable. Et surtout, en termes d'efficacité, bien évidemment, ils n'ont pas eu à investir du paid et donc à aller acheter de l'espace sur ces plateformes sociales pour être visibles, puisque si les publics voulaient découvrir leur contenu, alors il leur fallait aller sur leur site et non plus, à coût d'espace publicitaire, être découvert sur ces espaces sociaux. Voilà, c'est pour moi un cas exemplaire parce que c'est le seul cas mondial que j'aurais à vous partager aujourd'hui dans tous les cas, d'une marque qui a eu, alors on peut parler de courage, on peut parler d'audace, dans tous les cas c'est une marque qui aussi dans son ADN a bien ces valeurs-là ancrées, hein. C'est une marque qui effectivement fait résonance, a beaucoup d'actions assez push en termes d'entreprise, mais quoi qu'il en soit, c'est une marque qui nous fait
un beau cas d'école, un bel exemple du fait qu'on puisse être une marque de cosmétiques en plus. Ce n'est pas une marque B2B, c'est une marque grand public. Qu'on puisse être une marque qui avons investi les réseaux sociaux tout en se disant que si le jeu n'est plus celui des marques et pas celui des entreprises, alors il y a une autre façon d'activer les communautés et de venir échanger avec elles. Voilà, c'était cet échange que je voulais avoir parce que, bien évidemment, toute cette dynamique et toute cette orchestration de nouveaux business models des plateformes et des réseaux sociaux a clairement éclairé énormément de sujets. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller sur Netflix regarder ce film, The Social Dilemma, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu. Alors, tout n'est pas, enfin, je pense que tout n'est pas ni noir ni blanc. L'intérêt, je pense, du numérique ou l'intérêt des réseaux sociaux, c'est surtout de faire en sorte que pour les entreprises, il reste des outils de communication, des outils marketing, et que les marques et les entreprises comprennent aujourd'hui que l'enjeu, elle est le même pour elles qu'elle l'est pour Facebook ou pour Twitter. C'est-à-dire que l'enjeu, il est, comme le dit le film, attirer l'attention, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire comment faire en sorte que dans cette myriade de stimuli commerciaux, de stimuli publicitaires auxquels chacun, chaque jour, est exposé, comment continuer à attirer l'attention des publics, comment capter cette attention, clairement, comment arriver à faire en sorte que vous soyez intéressant pour ces publics. Et puis, comment augmenter votre engagement si les plateformes sociales se posent la question, pourquoi une marque ne pourrait pas se poser la même question? Comment j'augmente mon engagement? Alors, bien évidemment, certains le font en regardant leurs analytics et en allant chercher sur des Google l'information. Mais il y a cette notion d'engagement, pour moi, elle n'est pas exclusivement sur les réseaux sociaux, elle est aussi face à une entreprise. Et c'est d'ailleurs là où toute l'entreprise, dans le sens corporel du terme, reprend ses lettres de noblesse. Et on l'a bien vu au travers notamment de ces confinements et de cette crise sanitaire. L'entreprise, en tant que corporate, devient de plus en plus intéressante pour les publics. Vous n'achetez plus aujourd'hui peut-être un produit simplement pour le marketing de la marque ou pour ce que la marque représente. Vous cherchez peut-être aussi à comprendre ce que l'entreprise est derrière. Et pour ce faire, vous allez peut-être plus facilement sur les sites corporate que vous ne le faisiez au préalable. Et c'est bien un enjeu majeur pour les entreprises aujourd'hui que de se dire qu'elles n'existent plus simplement pour leur marque, parce que les publics vont aussi chercher à s'intéresser à leur entreprise. Et quand en plus une marque ne porte pas le même nom que son entreprise, ce qui est possible, ben vous rendez bien compte que les publics vont investir peut-être Wikipédia à tort et chercher de l'information sur une entreprise plus par le fil de Wikipédia que par le fil de son site corporate. Donc, il y a un véritable enjeu de l'engagement pour les marques, mais pour les entreprises aussi. Et puis, parce que, bien évidemment, derrière, on a compris que l'ensemble de cette dynamique social média, elle était in fine portée par un business model très rentable, on l'a vu, hein, et Facebook est une des entreprises les plus riches au monde. Donc, clairement, l'idée, c'est de continuer pour elles à vendre l'attention qu'elles octroient auprès de leur communauté grâce à la data qu'elles ont, dont elles bénéficient et dont on les nourrit encore une fois chaque jour. Alors, de la même façon, est-ce que les entreprises n'auraient pas la possibilité de se dire moi-même, je vais plus sur ma propre data, sur la first data party, c'est-à-dire la data qui m'appartient, comment je réfléchis les actions, comment je peux réfléchir des mécanismes marketing pour faire en sorte que, au lieu de remonter des actions et donc de la data sur des espaces sociaux, je le fais vis-à-vis de moi et vis-à-vis de mes espaces propriétaires. Et puis, et là, c'est peut-être là où les entreprises les moins poussées dans l'innovation, dans tous les cas, auront peut-être du mal à accéder à cette 5e étape des réseaux sociaux, c'est vendre de la certitude. C'est un enjeu qui est encore évidemment très projectif. Ça n'est, à mon sens, pas du tout le cas aujourd'hui, à savoir essayer de se bercer d'un prédictif et d'une anticipation. Être dans la capacité de vendre la certitude à des marques, c'est-à-dire de dire, je sais pertinemment tel client, tel consommateur, quel type d'attente et quel type de besoin va-t-il avoir dans les semaines ou dans les années futures. Ça, c'est encore un schéma, mais c'est un schéma dans lequel je pense et pour lequel il est important d'avoir une conscience, parce que c'est celle certainement dans laquelle les réseaux sociaux s'inscrivent.
ce prédictif, c'est la raison d'être de toute l'alimentation de leur intelligence artificielle, de toutes leurs fonctions au travers justement des datas remontées. Je vous cite une anecdote qui n'en est pas une à mon avis, mais qui est importante, c'est qu'il y a 10 jours, Facebook a annoncé avoir, par son intelligence artificielle, réussi à faire de la reconnaissance visuelle sans intervention, sans pratiquement l'intervention d'humains. À savoir que, vous le savez, l'enjeu du visual listening est très important puisque de plus en plus de socionautes et même d'internautes partagent par le visuel. Donc autant quand je fais du digital listening classique, je vais remonter des mots, je vais être capable d'isoler des conversations, de pouvoir connaître les sujets des conversations ou des partages, autant quand il s'agit de visuel, encore peu d'outils de social listening sont équipés de reconnaissance visuelle. Alors, ils le sont à la marge, certains d'entre eux, par un brief précis, permettent de remonter des visuels, et des visuels, ça peut avoir un enjeu majeur. Hein. Quand je suis une marque de food, par exemple, je sais qu'une partie des visuels que les communautés véhiculent sur moi ne sont ni mentionnés, ni rédigés en termes de mots. Par contre, elles présentent des photos avec mon logo, elles présentent des photos avec mes produits dans des situations qu'il m'est peut-être important de connaître. Et je ne peux pas le savoir et le reconnaître si je n'ai pas un outil de visual listening assez puissant pour aller chercher un visuel alors même que ma marque n'est pas mentionnée. Tout ça pour dire que jusqu'à présent, un Facebook, dans son intelligence artificielle, il n'avait la capacité de remonter les visuels que si des hommes intervenaient en amont pour lui expliquer quels étaient le visuel qui se raccordait à quel concept. Exemple très simple, et vous allez comprendre sur Facebook qui fait sens, si j'ai envie de faire comprendre à l'intelligence artificielle de Facebook comment reconnaître une photo de chat, alors je vais en tant qu'humain investir un système d'étiquetage où je vais repérer différentes situations où des chats seront mis en exergue et je vais expliquer quelque part, je vais nourrir mon intelligence artificielle d'un learning, donc je vais essayer de lui apprendre des choses pour lui dire, voilà, telle situation c'est un chat, telle situation c'est un chat, etc., telle autre c'en est pas. Eh bien, il y a 10 jours, Facebook a annoncé que sans, encore une fois, aucune intervention humaine, sans étiquetage de photos, leur intelligence artificielle commençait à pouvoir repérer un visuel sans qu'on le lui explique. Alors, quand je disais, ça peut paraître une anecdote, mais c'est excessivement important, le côté positif des choses qu'on peut éclairer, c'est qu'on peut imaginer derrière l'incidence que ça peut avoir, parce que, évidemment, des chats, ça n'a pas vraiment un enjeu majeur d'un point de vue sociétal, hein, même si on sait qu'ils sont toujours très partagés sur les réseaux sociaux. Mais par exemple, si on prend cette dynamique de reconnaissance sans intervention humaine, on peut imaginer demain, au niveau médical, sur un scanner, sur un IRM, le fait qu'une intelligence artificielle puisse reconnaître sans intervention humaine des sujets, on peut l'imaginer dans tous les cas, dire que demain, une intelligence artificielle pourra peut-être isoler des tumeurs spontanément, isoler des problématiques médicales fortes et avec une rapidité extrême qui ouvrira la porte de ce chemin médical à bien plus d'individus que ça n'est le cas aujourd'hui. Donc il y a des enjeux positifs, de toute façon rien n'est manichéen, rien n'est noir ou blanc encore une fois, il y a de très belles initiatives et de très belles valeurs ajoutées qui vont poindre évidemment de ces réseaux sociaux. Dans tous les cas, tout ça pour dire que tous ces points d'interrogation, les marques, les entreprises elles-mêmes pourraient les avoir présentes à l'esprit et pourraient effectivement s'interroger sur en quoi leur business model pourrait aussi s'inscrire dans cette nouvelle façon de réfléchir en fait. Quand je dis nouvelle façon de réfléchir, hein, c'est 2004 Facebook, donc ça commence déjà à dater, mais en quoi une marque pourrait réfléchir à la valeur que ses utilisateurs représentent pour elle, en quoi elle pourrait essayer de quelque part bousculer ses capitaux. Hein, le capital fondateur aujourd'hui des entreprises, il est plutôt tourné sur une dynamique financière, en quoi celle de multiplier ses capitaux en y intégrant des valeurs d'utilisateurs, mais aussi des valeurs immatérielles, des valeurs bien évidemment sociales et sociétales, en quoi ça pourrait lui permettre de revisiter sa façon d'appréhender un business model. En quoi, globalement, elle pourrait s'inscrire dans ce qu'on appelle aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est une notion qui vous parle, mais l'économie des plateformes, c'est-à-dire une économie où en fait tout part
de l'utilisateur, où tout part de la création de valeur que les utilisateurs ont entre eux. Alors, on parle souvent dans ces économies de plateforme, on parle souvent des Uber, de tout ce qui est disruptif, de tout ce qui va… Voilà, mais c'est véritablement, à mon sens, une façon de réfléchir à un business model qui peut être octroyé à beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Si effectivement, je prends comme exemple Uber, c'est parce qu'il parle à tous. Uber, en fait, dans son mode de fonctionnement, indépendamment de s'inscrire dans une plateforme, il a avant tout révolutionné le marché dans lequel il évoluait parce qu'il n'a pas cherché quelque part à dire je vais m'inscrire dans une économie où mon rôle et ma fonction première va être d'essayer d'engranger de la part de marché en la piquant à mes concurrents. Non, c'est pas ça l'économie justement de plateforme. L'économie de plateforme, c'est comment je vais étendre mon marché, comment par l'observation des publics, comment par l'usage de ces publics, je vais essayer de créer. Alors, ça peut être des activités totalement mineures, hein, ça peut être le simple fait, par exemple, de packager une offre. Hein, des entreprises comme la MAF, par exemple, au travers de ces packages d'assurance l'ont fait. Les produits existaient, ils se sont juste, entre guillemets, dans une belle réflexion marketing, ils se sont investis pour se dire, ben voilà, si je les package entre eux, je vais répondre véritablement de façon globale à une attente des publics. Alors pourquoi ne mettrais-je pas effectivement différentes assurances que je n'avais pas eu l'habitude de mettre ensemble? Si elles répondent à des besoins clients, ça peut avoir du sens. Donc ça part de ce principe-là jusqu'à effectivement réfléchir un business model comme l'a fait par exemple à Netflix. Hein, quand Netflix, ils viennent à l'origine, ce sont des loueurs de vidéos, de cassettes vidéo. Donc autant vous dire que ça, ce concept peut-être vous parle moins, mais dans tous les cas, quand ils se sont sentis attaqués, plutôt que de se dire bah, comment je vais engranger une activité de loueur de cassettes vidéo, comment je vais essayer… Non, ils ont pivoté un peu à l'image des startups et ils se sont dit il faut que je vienne attaquer une autre façon de consommer l'audiovisuel, une autre façon d'appréhender cet audiovisuel. Résultat des courses, aujourd'hui, on voit bien le succès qu'il représente et effectivement, ils ont capitalisé sur en quoi les utilisateurs, dans leur expression de nouveaux besoins, pouvaient m'aider à créer ce nouveau business. Et puis aussi, on revient à l'intelligence artificielle, en quoi je vais pouvoir créer une plateforme qui allait répondre à un vrai profiling, hein, de façon donc très profilée, à une segmentation de public. Et là, encore une fois, pour finir la boucle, à arriver à presque être du prédictif, c'est-à-dire à vous soumettre en fonction de vos goûts, en fonction de ce que vous avez aimé, en fonction de vos réactions face à certaines séries, bah, vous soumettre ce que vous-même n'avez pas anticipé avoir envie de regarder. Donc voilà, tout ce schéma, en fait, permet d'approcher une nouvelle façon de réfléchir le business model, une façon très plateforme et une façon aussi de s'inscrire dans un système de réseau. La conscience que ces utilisateurs et que l'écosystème du lien humain représente peut être une nouvelle façon de penser le business model. On peut parler d'open banking, hein, aussi la banque et toute la fintech globalement réfléchit en ce sens. Comment, par exemple, autre exemple, quand je suis une banque de particuliers mais aussi de professionnels, comment j'aurais un intérêt à créer un business model où je vais pouvoir mettre en relation le professionnel et le particulier? Est-ce que ça fait sens ou pas? Est-ce que ma valeur et la valeur de mes clients peut être interprétée de cette façon-là? C'est une question ouverte, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais force est de constater que cette démultiplication d'interrogations qui impactent les business models, eh bien, pourrait effectivement faire penser que des activités et une extension des marchés est possible dans beaucoup d'entreprises. Je pense que clairement, les questions que se sont posées Netflix, que se posent ou se sont posées à leur origine un Facebook, que se posent voilà, bon nombre d'entreprises, des startups, mais pas que, peuvent être aujourd'hui dupliquées de façon assez générale et globale, avec beaucoup de bon sens, sur pratiquement tous les marchés. En fait, encore une fois, il s'agirait de réfléchir le marché comme pas une fin en soi, mais comme un périmètre de jeu qu'il est possible d'étendre parce que, et on le voit tous, et pour avoir de nombreux échanges pendant cette crise sanitaire avec beaucoup d'entreprises françaises et d'autres marchés états-uniens notamment, beaucoup voient une formidable opportunité de nouveaux besoins et de nouvelles attentes.
voilà, si vous suivez un peu la crypto-monnaie, on le voit, cette crypto-monnaie qui était un phénomène, un épiphénomène réservé véritablement à certaines communautés et parfois à certaines élites, soit de la fintech ou soit de gens investis dans l'univers de la finance. On voit bien qu'aujourd'hui, un Elon Musk investit dans le Bitcoin. On voit bien que, alors je n'ai pas de jugement de valeur, je ne dis pas c'est bien ou pas bien, je dis juste que dans cette crise, il y a des business models à refondre. Il y a de nouvelles réflexions qui pointent et qui, pour moi, sont une formidable source d'opportunités, au sens noble du terme, hein, pas d'opportunisme, mais véritablement d'opportunités. Et c'est toutes ces interrogations voilà, sur lesquelles on pourrait prétendre rebondir. Dans tous les cas, c'est clairement, oui, ces effets de réseau. Je suis passée un peu longuement sur tous les sujets que j'ai évoqués avec vous et le slide qui s'affiche ici a déjà été évoqué, mais si je le résume globalement, c'est comment aujourd'hui une entreprise qui fonctionne avec des process, avec des fonctions identifiées qui correspondent à des métiers et avec globalement dans cette dynamique marketing une logique très fortement empreinte de l'achat-vente, que ce soit d'un produit, d'un bien, globalement voilà dans quel univers et dans quelle culture le business model d'une entreprise est appréhendé. Comment le réfléchir, ce business model, de façon différente, en regardant ce qui se passe sur les plateformes et en se disant, elles réfléchissent à quoi? Elles réfléchissent plus qu'à du process, elles réfléchissent à de la remontée de data. Comment faire en sorte que ma data, dont certains ont dit que c'était le pétrole du 21e siècle, comment réfléchir pour faire en sorte que ma data soit au mieux possible consolidée à l'interne de mon entreprise. Comment réfléchir non pas à des métiers, non pas à des fonctions, non pas à des définitions de poste, mais à des talents. Comment en fait je vais inscrire mes collaborateurs dans une fonction presque de mission et que je vais les investir suffisamment dans cette mission pour qu'ils aient envie tous les jours de se lever et d'agir avec bien évidemment, là pour le coup, un sens commun, un sens partagé avec l'ensemble des collaborateurs. C'est un des succès aussi des géants du numérique, avec tous les aspects aussi négatifs que ça engendre, mais dans tous les cas, j'avais une anecdote d'ailleurs sur les talents que je me permets de vous citer, c'est que on a dit, alors je ne sais pas si c'est la légende urbaine, mais que parfois Google aux États-Unis a recruté de véritables talents, de véritables expertises que l'entreprise paie aujourd'hui à ne rien faire. Ce sont des gens qui ont fini leur fonction, ont fini leur mission justement au sein de Google, mais Google ne veut pas les laisser partir. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google a perçu, voilà, encore une fois, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais a perçu dans ces individus qu'ils ont un tel talent qu'il valait mieux les payer à ne rien faire chez eux plutôt que de les laisser partir à la concurrence. Voilà. Quand on parle de talent, je pense que c'en est un bel exemple. Bien évidemment, Google a les moyens de le faire, mais c'est pour expliquer à quel point cette notion de talent est importante. Et puis, cette recherche constante, on le disait tout à l'heure, de l'effet réseau, c'est-à-dire avoir cette capacité, quand on est une entreprise, à analyser la richesse de son réseau. Et cette richesse, elle est multidimensionnelle. C'est la richesse de vos clients, mais c'est aussi la richesse de vos collaborateurs, aux antipodes, si je pouvais dans tous les cas opposer l'interne de l'externe. Et puis derrière ces antipodes de l'interne-externe, il y a tout le prisme des prestataires, des partenaires, des parties prenantes, de tout cet formidable écosystème dont, encore une fois, tous les réseaux sociaux et toutes les plateformes jouent pour essayer de créer du lien entre elles, de les approcher différemment. Alors pourquoi, en tant qu'entreprise, je ne pourrais pas réfléchir de la même façon et faire un état des lieux de ce capital relationnel pour essayer de le mettre sur un actif à la fois de data, de talent et de recherche constante de cet fameux effet de réseau totalement riche et totalement investissant. Et puis, bien évidemment, tout cela, toute cette réflexion au travers de ce nouveau business model, enfin d'une nouvelle forme de penser le business model, ça va permettre d'accélérer et surtout d'être proactif dans la transformation. Cette fameuse transformation digitale dont on parlait tout à l'heure, elle s'orchestre au travers de 3 points majeurs. Dans tous les cas, ils ne sont pas exhaustifs, mais ils sont majeurs. C'est l'organisation. Comment effectivement cette transformation qu'on qualifie de numérique, mais qui est une transformation dans l'absolu, va m'aider à travailler une transformation plus agile et plus souple, plus efficace et plus simple. Ça passe par le fait, quelque part, de décloisonner les départements des entreprises. Ça passe par le fait, justement, et quand on a la data en tête, je pense qu'on est plus enclin à se dire décloisonnons les services, faisons travailler
les RP avec le marketing avec le commercial, et je sais que c'est des sujets qui tiennent à cœur certains d'entre vous. Donc, comment faire en sorte qu'il n'y ait plus de cloisonnement de métiers, mais des métiers, des expertises qui sont tous orchestrés ensemble au service justement de la vision de l'entreprise. Donc, toute cette façon de réfléchir, les nouveaux business models permettent de décloisonner assez naturellement. Et d'ailleurs, si on prend l'exemple des startups, elles se construisent là-dessus. Elles n'ont pas de cloison forcément entre les différents départements parce qu'elles sont conscientes qu'un des enjeux majeurs, c'est la consolidation. Consolidation des talents, consolidation de la culture, consolidation des data. Voilà, donc ça invite à modifier l'organisation, ça invite à modifier la culture parce que du coup, on donne du sens, un vrai sens à l'entreprise. Et je pense qu'en France, notamment les cadres, et on le voit, toutes les études le disent, qui se désinvestissent de l'entreprise, c'est justement parce qu'elles ont du mal à apporter une raison d'être et alors encore moins une raison d'agir à leur entreprise. Donc, du coup, elles vont donner du sens ailleurs, dans des associations, dans d'autres types d'investissements. Alors peut-être qu'il serait effectivement intéressant de ramener cette culture à l'entreprise et de faire en sorte que les gens aient une vraie raison d'agir pour leur entreprise. Et puis, je le disais tout à l'heure, c'est aussi une façon de transformer l'économie de l'entreprise, en regardant plus simplement par le prisme de la finance, mais aussi par le prisme de l'individu, de la valeur humaine, de la valeur. Donc, c'est toute la dimension de la loi Pacte, de la valeur RSE, et donc en faire quelque chose, en faire un destin et surtout un sens plus empreint de données sociétales et de données économiques et de respect surtout et de confiance. Parce que je pense qu'il y a aussi un enjeu majeur dans tout ce qui est numérique, c'est de rétablir la confiance avec les entreprises. Donc s'inscrire en gros, comme l'a fait Netflix, comme l'a bien moins fait certaines autres marques, hein, on pourrait s'interroger sur effectivement le succès d'un Booking, par exemple. Hein. Pourquoi des groupes hôteliers, pourquoi des grands groupes hôteliers français ou internationaux n'ont pas su faire barrage à un Booking qui s'installait sur cet univers? Mais justement parce que peut-être ils n'ont pas réfléchi comme Netflix l'a fait en son temps, en étant dans un parfait time to market et n'ont pas pivoté assez vite et du coup aujourd'hui clairement subissent plus qu'elles ne sont actrices de ces nouveaux acteurs économiques qui sont empreints de succès. Voilà donc une analyse des flux, je vais passer vite là-dessus et j'arrive à la fin pour vous dire que oui, évidemment, à mon sens, vous l'aurez compris, je pense qu'il y a un vrai enjeu, intérêt pour les entreprises à réfléchir par le prisme d'un nouveau business model, par le prisme peut-être d'un business model repensé, refondé, encore une fois sur de la data, sur la valeur des utilisateurs, de ses collaborateurs, le respect des dimensions sociétales, pour peut-être arriver, in fine, on l'espère dans tous les cas, c'est pas, je pense, totalement utopique, d'imaginer que demain, les entreprises vont s'inscrire plus dans une mission. Vous allez me dire, si vous avez suivi l'actualité, c'est parfois antinomique. Hein. On a vu le départ un peu brutal de Faber sur Danone. C'est vrai que c'est une entreprise qui s'inscrit dans un rôle de mission forte. Tout l'enjeu, et on le voit derrière cette actualité, ça va être de créer un juste équilibre entre la rentabilité et l'engagement. Et c'est peut-être ce trait-là que Danone, dans tous les cas, je ne me permettrai pas d'analyser le cas, j'en ai pas les compétences et la capacité, mais dans tous les cas, ce que ça me fait dire, c'est que si on est une entreprise de mission, il faut quand même qu'on garde cette notion d'équilibre de rentabilité parce que derrière, notamment quand on est une entreprise cotée en bourse, bien évidemment que les actionnaires, c'est la première chose qu'ils vont regarder. Donc, c'est encore une fois dans une dynamique de partage avec une notion de réseau où les actionnaires font partie de ces réseaux, font partie du réseau que vous allez construire et donc doivent être pris en compte dans leur attente. Voilà, donc on espère dans tous les cas que peut-être on arrivera dans toute cette réflexion à cette dynamique d'entreprise mission, d'entreprise basée sur l'observation, sur l'information qualifiée de ces publics qui leur permettra d'adresser toujours au mieux et dans une évolution qui est constante parce que les besoins changent complètement de jour en jour. Hein. Encore une fois, on le voit aujourd'hui, nos besoins d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y a un an. On espère qu'ils ne seront pas ceux de dans un an, voilà, sur certains articles notamment. Mais peu importe, on voit bien que les besoins aujourd'hui sont vraiment en constante évolution. Donc l'entreprise aurait intérêt effectivement à observer ces besoins et à essayer peut-être
de s'inscrire dans du prédictif. Voilà, donc donner du sens à l'ensemble pour essayer de donner un meilleur sens en fait à la société et plus de confiance en la valeur entreprise. Je pense que véritablement, encore une fois, le corporate a des enjeux majeurs sur ce sujet. Voilà, j'en ai fini de ce qui était cette intervention. J'espère que dans tous les cas, j'ai réussi à vous intéresser. Hein. C'est là aussi tout l'objet de mes propos, être intéressant et peut-être à vous interroger sur certains points que j'aurais plaisir à partager si dans tous les cas vous aviez des questions. Sandrine, c'était très, très, très riche. Merci infiniment pour cette présentation. Alors, je ne vais pas prendre trop de temps parce que visiblement, vous n'en avez pas beaucoup. J'ai une petite question, moi, rapide, parce qu'effectivement, la présentation était riche d'informations très importantes. Mais vous disiez tout à l'heure qu'en fait, la valeur de l'entreprise, elle va reposer sur la consolidation des données. Oui. Et alors, cette consolidation des données, comment est-ce qu'on l'articule avec cette notion de mission de l'entreprise ou de sens donné ou de sens à donner à l'entreprise? Alors, dans ce que vous évoquez, c'est très intéressant parce qu'à mon avis, il y a deux aspects. Il y a l'aspect technologique et il y a l'aspect humain. L'aspect humain, pour reprendre cette notion de mission et de talent, c'est évidemment d'inscrire l'entreprise dans une vision, de lui donner, comme je disais, un sens réel. Beaucoup d'entreprises ont réussi à le faire et je pense que aujourd'hui, parfois, on s'y perd dans les missions des entreprises, on le voit, et un collaborateur est parfois incapable de déterminer quelle est la vision que son entreprise a. Donc, il y a une notion culturelle où chacun partage la même vision. Ça, c'est pour la dimension talent, c'est pour la dimension mission, parce que si un individu qui agit au marketing a la même vision et a le même objectif qu'une personne qui travaille au département juridique d'une entreprise ou au département RH ou au département commerce, peu importe, si tous les départements et tous les individus tendent à cette même vision et tendent à ce même objectif, déjà, ça reliera les hommes. Après, il y a un enjeu technologique derrière ça, parce que la consolidation de la data, elle passe évidemment par du CRM, elle passe évidemment par des outils technologiques qui consolident l'ensemble de cette data, qui permet que le client arrive, si je prends que le end user, enfin l'utilisateur final, qu'il arrive d'un service client téléphonique, qu'il arrive d'un service client sur Twitter, ou qu'il arrive d'un courrier papier envoyé au marketing, que quel que soit le canal par lequel ce client arrive, toute la dimension, toute la data soit consolidée au travers d'une même base, la base de données client. Parce que c'est vrai que globalement, toutes ces entreprises, elles sont leur pivot central, enfin leur cœur, leur poumon, leur respiration, c'est le client. On voit, je cite souvent à titre d'exemple, un Amazon par exemple. J'aime bien cette anecdote parce que je trouve que les analogies sont marquantes. Amazon ne fait pas une réunion en présentiel, j'imagine que c'est le cas aujourd'hui en distanciel, sans avoir un siège vide à la table de leur réunion. C'est le siège du client. Pour concrètement marquer les esprits que ce qui les réunit, quel que soit le sujet de la réunion, c'est un enjeu majeur et un seul et unique, c'est le client final. D'accord. Je pense que c'est à la fois de la culture avec de la technologie. Merci beaucoup, Sandrine. C'est tous les débats que j'ai évoqués, vous avez raison Laure, ça pourrait faire l'objet d'une journée entière. Hein, je pense, je pense, c'était très très riche. Mais je vais laisser la parole aux étudiants, peut-être que vous avez des questions. N'ayez pas peur. J'en profite, même si je ne suis pas étudiante, mais je me demandais en fait dans quelle mesure, en réalité la question n'est pas naïve, mais je me demande dans quelle mesure la prise de conscience quant à la nécessité justement d'être absolument cohérent sur l'ensemble des canaux pour être le plus inclusif possible dans l'échange avec les différentes communautés, une fois qu'on prend cette direction-là, à l'instar de Lush, on amène quand même une révolution fondamentale dans les métiers de la communication. Ah, c'est clair.
on assume en fait assez ouvertement le fait que les métiers tels qu'ils étaient cloisonnés peut-être jusqu'encore en 2015-2018, hein, je pense que le virage a commencé à partir de 2018-2019, mais depuis, en fait, le terrain de jeu est encore plus, comment dire, encore moins cloisonné qu'il ne l'avait été jusque-là, puisque on va devoir embarquer ce métier de marketeur et de communication au-delà d'un canal classique et au-delà d'un mix, même si les mix ont fait leurs preuves, là, on dépasse complètement le sujet du marketing communication et on rentre vraiment dans celui de l'interaction communautaire, en fait. Exactement, parce qu'en fait, c'est exactement ce que tu éclaires, Ania, c'est qu'au delta des expertises, d'où le fait de parler de mission et de talent, il faut des talents avec des expertises marketing, commercial, communication, entendu, mais qu'à partir du moment où le dénominateur commun, c'est le client final, la logique de réflexion adaptée au marketing ou à la com ou au commercial, ça va être le parcours client, en fait. C'est pour ça qu'on travaille de plus en plus sur ces parcours clients et de plus en plus en éclairant ce que je citais tout à l'heure, à savoir les nouveaux besoins, c'est-à-dire en éclairant des points de souffrance pour essayer justement d'aller au devant de ces points de souffrance dans ces parcours clients et essayer d'y répondre. On parle, c'est un nouveau concept qui, au niveau marketing, se fait de plus en plus parler de lui, de cette espèce de messy middle. Je ne sais pas si c'est un concept qui vous parle, mais le messy middle, c'est clairement né de l'Internet et des parcours clients. C'est-à-dire qu'avant, dans un contexte classique de parcours client, on avait 6 étapes. Hein, globalement, elles allaient du moment où vous décidez, où vous vous dites, tiens, il me faut tel produit, jusqu'au moment où vous alliez le recommander. Donc, vous alliez passer à l'acte d'achat et puis derrière, vous devenez un ambassadeur de la marque, vous étiez satisfait. Aujourd'hui, Messy Middle, c'est quoi? C'est que, en fait, dans le parcours classique, ces 6 étapes, il n'y en avait qu'une qui était un instant de doute. C'était l'instant de doute, il venait juste après le fait que vous ayez décidé d'acheter un produit ou d'acheter une catégorie de produits. Donc, la première étape, c'était que vous disiez, tiens, j'ai besoin de ça. La deuxième, c'était, ai-je vraiment besoin de ça? Et c'était cet instant de doute qui n'était que dans ces 6 étapes de parcours client unique. C'était la deuxième. Et après, une fois que j'avais dit, oui, j'ai besoin de ça, je partais sur mes étapes d'après et j'avais un parcours assez linéaire jusqu'à effectivement cette fonction d'ambassadeur. Aujourd'hui, le Messy Middle éclaire quoi? Éclaire qu'en fait, le doute, il est à chaque instant. À chaque instant de la décision d'achat, du process de décision d'achat, vous allez avoir un doute. Et c'est vrai, enfin, c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, étant confinés, étant derrière nos écrans, on a davantage accès à la comparaison et je pense que ça fait partie des révolutions de l'utilisateur que de comparer plus parce qu'on y a pris goût, on s'y est habitué et que demain, on ne va pas s'arrêter parce que ça a ses avantages et que ça ne nous empêchera pas d'aller en boutique, mais la boutique ne nous empêchera pas de comparer sur différentes plateformes et pour mettre en concurrence les marques et pour se challenger justement dans ce parcours de décision. Exactement. Et aussi, et de plus en plus, pour aller regarder les avis aussi, les reviews qui prennent de leur importance. Évidemment, tous les moteurs comparatifs, toutes les comparaisons que vous pouvez avoir de prise de parole des marques, tout ce qui sont dit sur elles sur les réseaux sociaux et de plus en plus tous les avis qui sont émis. Parce que là aussi, c'est un doute encore plus important au dernier mètre de la vente. Quand vous avez un avis négatif, mais ça peut clairement, dans beaucoup des cas, vous faire reculer sur l'achat. C'est passionnant, Sandrine, vraiment. Je te remercie infiniment d'avoir partagé cette analyse et ces éclairages. J'espère que vous y avez pris appris autant que moi et pris autant de plaisir que moi. Encore merci au nom de tous. Merci à vous et à votre disposition si vous avez des questions, vous êtes plus derrière les écrans, les réseaux sociaux. Comme je le disais, je suis disponible, tous mes réseaux sociaux sont orchestrés d'un point de vue professionnel. Donc voilà, et avec plaisir peut-être de trouver un temps d'échange plus interactif. D'accord. Merci beaucoup, Sandrine. Merci à vous. Merci à tous. Prenez bien soin de vous tous et merci encore, Sandrine. Merci Rania, merci Laure, merci beaucoup.